Et bonsoir à tous, bienvenue sur Parole d'honneur radio, la radio antiraciste et décoloniale. Alors c'est le premier numéro de la deuxième saison de l'émission, la saison 2019-2020. Et pour cette saison, nous allons vous proposer quelques changements. Tout d'abord, nous nous verrons plus une fois toutes les 2 semaines, mais une fois tous les mois. Alors on se verra moins, mais on se verra mieux, puisqu'on se verra de manière définitive dans ce décor de la colonie, tout de suite après l'école décoloniale. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on a maintenant des moyens plus conséquents pour vous proposer une émission de plus grande qualité. Mais comme d'habitude, nous vous proposons aussi des débats avec des invités de qualité et toujours en live sur la page Facebook. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à le partager. Alors, pour ce retour de PDH Radio, nous allons parler d'un sujet chaud, voire même brûlant, puisqu'il s'agira de radicalisation, mais cette fois-ci pas des musulmans, mais du champ politique blanc, qui paraît de plus en plus dériver vers son extrême droite. Et ce soir, nous allons donc nous poser la question suivante. Macron, Zemmour, police, qui sont les véritables radicalisés? Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Julien Théry. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors toi, tu es historien, tu es spécialiste sur les thèmes, des thèmes entre la religion et la politique, et sur les formes de gouvernement et de résistance en Occident depuis le Moyen Âge. Tu es l'auteur notamment d'un ouvrage, Le livre des sentences de l'inquisiteur, Bernard Guy, paru aux éditions CNRS. Pardon. Et ce qui nous concerne ici plus davantage, c'est que tu as écrit un article intitulé Marcel Gauchet ou le consensus conservateur, coécrit avec Ludivine Bantini et paru dans la revue Le Crieur. En face de toi se trouve Norman Agéry, qu'on a déjà eu le plaisir d'écouter à l'école décoloniale. Donc Norman, toi tu es philosophe, professeur à Villanova University à Philadelphie, et tu es l'auteur dernièrement de l'ouvrage La dignité ou la mort, éthique et politique de la race, publié à La Découverte. Et enfin, comme la saison précédente, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné durant ces émissions par Youssef Boussouma, historien et militant au Parti des indigènes de la République. Donc merci à tous d'avoir accepté l'invitation et sans plus tarder, on passe avant le débat à la revue d'actualité. Alors, on va commencer cette revue d'actualité par cette inquiétante nouvelle. Le mardi 1er octobre, Assa Traoré, la porte-parole du comité Justice et Vérité pour Adama, comité qui lutte contre les violences policières, a été convoqué par la police et plus précisément par la brigade de répression de la délinquance contre la personne. En effet, 3 gendarmes qui sont impliqués dans l'affaire de la mort d'Adama et dont le comité demande la mise en examen ont porté plainte pour diffamation publique envers un particulier, suite à des publications Facebook sur la page du comité. Et suite à cette convocation, on a appris qu'Assa Traoré allait être mise en examen. Donc déjà, nous, on tient à apporter notre soutien à Assa Traoré et nous nous indignons de la façon dont les victimes des violences policières sont transformées en coupables. Et ce que je voudrais vous demander, c'est est-ce qu'on peut parler d'une tentative d'intimidation de la part de l'État et de la justice? Qui veut réagir en premier? Bah oui, clairement. Je pense les faits parlent d'eux-mêmes. Bien évidemment qu'il s'agit d'une intimidation, puisque l'affaire, on le voit bien, traîne. Du côté du gouvernement, on fait tout pour que l'affaire traîne, qu'elle n'aboutisse pas à sa juste conclusion. Et ce moyen-là est un moyen évidemment de gagner du temps, est un moyen toujours de contrôler la situation et de renverser les choses. C'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'on transforme les victimes en coupables. Et ça, c'est une pratique qui a toujours été faite. Transformer les victimes en coupables, c'est une pratique qui a toujours été faite dans ce genre d'affaires policières. Et donc, on voit qu'il y a une sorte de continuité. Les gouvernements passent, mais les méthodes sont les mêmes. Et il s'agit d'intimider, il s'agit de dénier même le droit aux victimes, aux familles des victimes de porter plainte. On l'a vu dans d'autres affaires. Quasiment dans toutes les affaires policières de ces 40 dernières années. On peut se demander, qu'est-ce qu'une diffamation ici? Qu'est-ce que c'est qu'une diffamation? C'est bien une forme de mensonge. C'est le fait de dire quelque chose qui
est inexact et qui peut nuire à la personne sur laquelle on fait courir cette rumeur. Et ici, le problème, c'est qu'on a une affaire qui n'est pas jugeable, c'est-à-dire qui traîne en longueur, qui a des longueurs administratives, judiciaires qui sont considérables. Mais par contre, quand il s'agit de la mettre en examen pour, soi-disant, des personnes qui auraient menti sur la culpabilité de ces policiers, là, ça va vite. C'est-à-dire qu'il s'agit, avant même que la justice prenne la peine de considérer cette affaire comme elle doit l'être, on est déjà en train de traiter les personnes qui accusent ces policiers ou qui mettent en cause ces policiers avec les éléments dont ils disposent, on est déjà en train de les traiter de menteurs. Il n'est pas possible de faire savoir la vérité sur la culpabilité de ces policiers, mais par défaut, on suppose que ceux qui tirent les conséquences des éléments qu'ils ont sont nécessairement des menteurs. On est déjà en train, c'est déjà une manière, à mon avis, de juger l'affaire, et de juger l'affaire évidemment en supposant l'innocence fondamentale, foncière de ces gendarmes. C'est ça l'idée qu'ils sont en train de nous faire entrer en tête. C'est qu'on va juger Assa Traoré à la place de juger les gendarmes pour prouver leur innocence d'une certaine façon. Je crois que c'est pas mal de mettre l'affaire en perspective, disons en relation avec la question de ce qu'on appelle l'état profond de plus en plus. Cette affaire, elle est très intéressante, stratégique me semble-t-il pour tout le monde, mais elle n'est pas unique. C'est le type même d'affaire dans lequel il y a une vengeance d'État, dans lequel, indépendamment des textes, il y aura toujours, d'une manière ou d'une autre, soutien à la police. Vous savez que les frères ont été inquiétés, harcèlement de la famille, par toute une série de biais parajudiciaires ou judiciaires. Ce qui est en jeu derrière, c'est quelque chose qui est au-delà du droit, qui est vraiment un pouvoir policier et le soutien de ce pouvoir policier, le soutien de l'État profond à tout prix. On va en parler, on va revenir sur ça, sur l'État policier pendant le débat. Alors la deuxième actualité, ça traite d'une énième attaque contre le mouvement antiraciste et décolonial. Un article publié encore une fois sur Le Monde. Cette fois-ci, ce sont des psychanalystes et des psychologues qui sont à l'origine de la tribune contre le mouvement décolonial. À ce rythme-là, d'ici 5 ans, on aura fait tous les corps de métier. Alors, ces 80 psychologues et psychanalystes sont tentés d'alerter l'opinion publique sur le danger que constitueraient les idées décoloniales pour la France, en ouvrant sur une citation de George Orwell pour dénoncer le côté totalitaire de la pensée décoloniale. Ils accusent les intellectuels et militants de plusieurs maux. Tout d'abord, d'imposer dans le champ académique des idées racistes, de détourner la pensée de Frantz Fanon, je pense que ça doit t'intéresser, ça, Norman, de menacer les sciences humaines et la République, d'utiliser des moyens de propagande pour diffuser un totalitarisme, et j'en passe des meilleurs. Alors, toi, Norman, toi qui es spécialiste, je l'ai dit, de Frantz Fanon, qui connaît bien les universités françaises. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu es parti aux États-Unis. Et je les connaissais trop bien, je ne peux pas rester. et toi-même, je pense que tu fais partie des intellectuels visés qui ont inoculé le virus décolonial dans le monde académique. Qu'est-ce que tu penses de cette tribune ? Bon, je pense que c'est une tribune affligeante quant à son contenu, dans un premier temps, puisqu'en réalité, elle ne dit rien. Elle ne dit rien qui n'a pas encore été dit par d'autres tribunes du même genre, d'une part. Est-ce qu'on tente d'affirmer des valeurs qui sont un filet d'eau tiède, en réalité, la République, une espèce d'idée de tolérance, des idées qu'on prête à Freud, qui en plus affadissent considérablement non seulement Fanon, mais même Freud lui-même, qui passe véritablement pour une espèce de petit bourgeois radical, d'une forme véritablement lamentable, disons. Sa pensée est réduite à une espèce de forme politique extrêmement libérale et assez lamentable. Et en plus, ce que je sais, pour avoir discuté il y a peu de temps avec des personnes qui sont bien placées au Monde, je sais très bien que Le Monde est peu regardant, et n'importe quel autre journal est peu regardant quant à la qualité des tribunes de ce genre qui publient, puisqu'ils savent très bien que ça va faire beaucoup de clics. Et surtout, les gens vont commencer à discuter, s'enflammer dans les commentaires, et d'une certaine manière, plus la tribune est stupide et
rempli de ce genre de banalité que les personnes ont l'impression de redécouvrir à chaque fois, plus ils vont cliquer, plus ils vont soit s'énerver pour certains d'entre eux, soit crier au génie à chaque fois et dire à quel point on a là une brochette d'intellectuels de grande qualité qui en leur ouvre enfin les yeux, alors que ce sont en réalité des traînes savates. Ce qu'on voit ici, c'est effectivement, tu as parlé de Fanon. Fanon et Glissant se retrouvent là-dedans et sont, d'une certaine manière réduits à un certain nombre de clichés, que soi-disant Fanon serait une espèce de grand universaliste d'une certaine manière. On se demande si Fanon n'aurait pas voté De Gaulle ou quelque chose comme ça en lisant cette tribune. Enfin, les bras nous en tombent d'une certaine manière. Ce sont des contresens à la fois historiques et théoriques qui sont considérables et qui en plus trahissent complètement la pensée de ces auteurs et ne nous donnent pas du tout envie de les lire. C'est vrai pour Fanon, mais c'est vrai aussi pour Glissant, même s'il est plus modéré. Et on voit bien que c'est simplement une instrumentalisation de ces auteurs, souvent de certaines phrases qu'on trouve à partir de certaines phrases qu'on trouve dans les ouvrages, qu'on ne considère pas dans l'ensemble de la dynamique de la pensée dialectique, par exemple, de Fanon, et qu'on va utiliser à contre-emploi comme des preuves que Fanon aurait défendu certaines valeurs qui sont des valeurs républicaines. Mais d'une part, on enlève tout le destin algérien, africain, ghanéen de Fanon. Tout cet aspect anticolonial est complètement gommé, et y compris quelques lignes après, parfois les phrases qu'on extrait pour faire un Fanon républicain universaliste, on extrait tout ce qu'il dit sur la question, par exemple, de l'Indochine. Tout ça est complètement passé à la trappe. Tout l'aspect anticolonial, en réalité, de Fanon est passé à la trappe par ces personnes-là. Et elles travestissent cet héritage, elles travestissent cette pensée, et je pense que c'est une utilisation et une instrumentalisation de l'héritage des auteurs anticoloniaux et décoloniaux à laquelle nous devons être vigilants et qu'il faut essayer de traquer et de corriger avec les outils dont nous disposons, c'est-à-dire les outils des textes et de la rigueur de la probité intellectuelle. Julien Terry, tu voulais aussi ajouter quelque chose ? Ouais, il y aurait plein de choses à dire sur ce texte et Norman a déjà dit des choses essentielles. C'est intéressant, je trouve, de voir qu'ils se sentent obligés de récupérer Fanon, de ne pas laisser Fanon à la pensée décoloniale, quitte à raconter à peu près n'importe quoi sur Fanon, à l'aseptiser totalement, sans doute parce que Fanon fait partie d'un certain panthéon scolaire institutionnel, il a été défendu par Sartre. Alors bien sûr, pour ces gens-là, Sartre a toujours eu tort, hein, et on voit bien comment le bouton totalitarisme était là tout de suite, dès que finalement les dominés redressent un petit peu sérieusement la tête avec un certain risque qu'il faut encourir à la domination, avec une certaine vigueur théorique, une certaine tenue, comme ce qui est la tenue de la pensée décoloniale, qui, si on la discute sérieusement, honnêtement, est très difficile à contrer, on est obligé de travailler avec, on est obligé de l'intégrer dans une certaine manière si on est un intellectuel digne de ce nom. Pour éviter de faire ça, ces gens-là mutilent Fanon d'une manière qui est tout à fait grotesque. Mais avant de te donner la parole, Youssef, je voulais quand même dire en passant que pour moi, ce qu'il y a de plus triste avec ce texte, finalement, c'est ce qu'il fait de la psychanalyse et de ce qu'il dit de la pratique de la psychanalyse. En le lisant tout de suite, je me suis dit, comme d'habitude, la psychanalyse, décidément, est très très mal servie par les psychanalystes. Le grand drame de la psychanalyse, c'est les psychanalystes, en tout cas beaucoup d'entre eux, parce que, attention, effectivement, ces 80-là sont bien loin d'être le fer de lance intellectuel, disons, à mon avis, de la profession. Il y a une tribune de réponse, c'est ça, il y a une tribune de réponse, psychanalystes c'est ça. Aussi, il faut surtout pas l'oublier. Mais moi, si vous voulez, ce qui tout de suite me vient à l'esprit quand je lis ce texte, c'est aussi que décidément, la politique est l'angle mort complet de la psychanalyse. C'est-à-dire que ces gens-là, en tout cas dans la mauvaise version, la mauvaise pratique de la psychanalyse, sont des gardiens de l'ordre symbolique. Leur job, c'est simplement de rabattre les gens dans la norme. Et donc évidemment qu'ils sont du côté de la domination. Et évidemment que toute remise en cause un peu sérieuse est extrêmement dangereuse de leur point de vue. Ils n'arrivent pas à intégrer le fait que les normes, et partant les pathologies à l'égard de ces normes, les gens qui se sentent pas bien dans ces normes, ont des enjeux politiques. Que si les gens se sentent pas bien, c'est pas forcément que c'est eux qui vont mal, ou c'est eux qui ont tort, ou c'est eux qui sont anormaux. C'est peut-être aussi que les normes dans lesquelles on veut les couler à toute force sont mauvaises pour eux.
Et ça, c'est quelque chose que Ça, la c'est psychanalyse a bien du mal à voir. Monsieur Terrier. Mais je crois que ça va encore plus loin, puisqu'il semble qu'une bonne partie de ceux qui ont signé cette tribune n'avaient même pas lu le texte. Hein, d'après ce que l'on sait, n'avaient même pas lu le texte. Alors, vous savez comment ça se passe par copinage, en fait, hein, par coterie, etc., par groupe. Et bien sûr, tu signes, mais bien sûr, je signe. Certains n'avaient même pas lu le texte. Universalisme, c'est ça. Il suffit d'avoir dit universalisme, je suis... Universalisme, c'est des anti-universalistes, et puis voilà, on a tout compris. L'universalisme, c'est le bien. Alors c'est intéressant parce que c'est pas du tout la première fois, c'est une pratique très très courante, en tout cas depuis que le mouvement des indigènes de la République est apparu, c'est sans arrêt comme cela. Alors on a eu affaire au départ aux historiens, et des historiens de renom à l'époque, qui effectivement n'acceptaient pas effectivement qu'on puisse apparaître. Alors c'est intéressant parce que Camus n'a plus la cote. Hein, donc auparavant, on sortait Camus, hein, l'universalisme de Camus, etc. Alors aujourd'hui, on fait autre chose. On tente de récupérer Fanon, éventuellement d'autres penseurs, et on leur fait dire à peu près n'importe quoi. Ça permet aussi qu'il y ait au moins un noir associé à ces ça, textes. C'est ça, associé à un noir, c'est ça, noir de service. On leur fait un noir de service, quoi, exactement. Et alors c'est assez intéressant parce qu'au début, une petite anecdote, au début des indigènes de la République, lorsque notre appel est paru, et je tiens à dire que l'appel des indigènes de la République, si jamais certains l'ont lu, était d'une modération, mais telle que je me demande si je le signerais aujourd'hui personnellement. Mais bon, bon voilà, on n'était pas nombreux à l'époque, mais bon, je me demande aujourd'hui, parce qu'il était vraiment d'une modération, il ne faisait que pointer du doigt l'impensé coloniale, et vraiment en prenant 1000 précautions, etc., en disant qu'on allait... Et en plus, je tiens à le dire une chose, alors c'est peut-être une hérésie ce que je dis, mais il se terminait vraiment par un appel universaliste, parce que lisez-le, et quand je le relis, parce qu'on terminait l'appel en disant... Et nous allons ensemble, tous ensemble, organiser une riposte, enfin une alternative, etc., etc. Donc il n'y avait même pas uniquement pour les indigènes, hein, pour tous. Donc on s'est ramassé une volée de bois vert, mais inimaginable. Alors une petite anecdote qui est tout à fait intéressante et qui me rappelle cette tribune, c'est que lorsqu'effectivement une pensée est dangereuse, eh bien, on s'en empare et on dit que celui qui s'en empare pour en faire une arme de combat, il n'a rien compris à cette pensée. Hein, et là, c'est un petit peu ce qui se passe. Vous n'avez rien compris à Freud, vous n'avez rien compris comment à Fanon, etc. Alors à l'époque, c'est Jean-Daniel de l'Obs, hein, qui va au charbon et qui fait tout un article pour finir par dire « Mais ces gens-là n'ont rien à voir avec notre anticolonialisme. » Voilà, c'est-à-dire que nous, on n'avait rien compris au véritable anticolonialisme qui est bien sûr porté, tout le monde le sait, par le Nouvel Observateur. Hein, c'est clair. On n'a jamais rien compris. Alors, on enchaîne avec la troisième et dernière actualité. On va parler d'une affaire qui n'a pas fait grand bruit et qui pourtant constitue un vrai scandale. Le 20 septembre dernier, à bord du Pascal Paoli, c'est un navire de croisière appartenant à la société Corsica Linea, à 5 heures du matin, 6 hommes armés de mitraillettes, membres de la gendarmerie maritime, ont accosté le navire et ont pénétré dans le salon pour intervenir rapidement et interpeller une dizaine de personnes, tandis que 2 autres navires de la gendarmerie maritime bloquaient le navire de croisière. Alors, la raison d'un tel déploiement policier, quasi militaire, elle est simple. Les personnes interpellées étaient de confession musulmane et elles avaient eu la mauvaise idée de se réunir pour faire la prière. En effet, parmi les autres passagers se trouvait une 60aine de militaires qui, d'après le responsable de communication du Corsica Linea, étaient, je le cite, entraînés à analyser le moindre détail et à tirer des conclusions d'un faisceau de faits. Et en voyant ces personnes aller faire la prière, chose assez étrange pour des musulmans, ces experts en ont conclu que cela constituait un danger et ont signalé aux responsables du navire la présence d'individus suspects. Les responsables ont alors décidé de prévenir les gendarmes. Et bien entendu, ce contrôle n'a rien donné. Les personnes ciblées n'avaient commis aucune infraction, n'étaient pas fichées, n'avaient rien de dangereux sur elles. Leur seule faute était d'être de confession musulmane. Une petite réaction ? Aucune réaction très sérieuse là-dessus. Je me pose juste la question de la croisière des terroristes. Qu'est-ce que c'est que cette croisière de terroristes ? Qu'est-ce que sont ces terroristes qui viennent passer du bon temps ? J'imagine un navire rempli de terroristes de l'État islamique armés jusqu'aux dents, qui en plus annoncent leur mauvais coup en allant ostensiblement faire une prière avant de tout faire exploser. C'est vraiment, non seulement, disons, la naïveté de ce fin enquêteur qui était, formé à analyser les moindres détails, disais-tu. Hein. Ils n'en avaient pas quand ils étaient 60. Oui, voilà, c'est ça. En plus, ils ont fait les choses en masse, en plus, pour vraiment annoncer, pour vraiment préparer le coup par un grand roulement de tambour. D'une part ça, et en plus, disons, la sottise
qu'il prête à la dite armée terroriste en croisière, cette croisière s'amuse, là, cette croisière s'amuse terroriste, qui, disons, est supposée être véritablement une bande de guignols, quoi, une bande de clowns qui, auraient annoncé, disons, n'auraient pas dissimulé leur propre identité, en fait, leur propre identité. Ils ne se sont pas encore rendus compte que l'islam en tant que tel n'est pas un signe de terrorisme et que les terroristes islamistes ne sont pas assez stupides pour afficher les signes les signes ostensibles d'appartenance à l'islam. Oui, c'est une stratégie, on leur prête une stratégie lamentable, on les sous-estime en fait, L'enchaînement des faits que tu décris est absolument exquis et en même temps c'est tout à fait effrayant parce qu'on voit que ces services, cette armée, ces forces de l'ordre sont complètement en roue libre, c'est-à-dire ils sont censés être formés, mais le moindre signe extérieur d'islamité égale terroriste. On fait un signal. Si c'est ça, les gens qui sont formés, qu'est-ce que c'est les gens qui ne sont pas formés? Ces gens sont assermentés. Ils exercent la force au nom de l'État. C'est vraiment... C'est grand-guignolesque, mais c'est terrifiant. Peut-être que ceux qui ne sont pas formés ont davantage de sens commun, c'est possible. C'est probable. Que cette formation les abrutit, en réalité, fondamentalement. Mais ça nous connecte déjà au thème du débat, qui est la lepénisation, si j'ai bien compris, en tout cas la radicalisation complète du sens commun politique en France. Enfin, du sens commun même de la vie tout court, de la vie quotidienne. Eh ben, merci Julien, c'est une excellente transition. On arrête là pour la... ta place, hein, mais... Je te surveille. On arrête là pour la revue d'actualité et on passe tout de suite au débat. Dans la dérive à l'extrême droite de tout le système politique, du champ politique blanc. On a la répression des manifestations, on a toutes les violences policières sont couvertes par le système judiciaire. On a une intimidation des militants et des groupes politiques, notamment par la voie judiciaire. On a un virage ouvertement anti-immigré de la part du gouvernement, une islamophobie de plus en plus décomplexée, et même des conventions d'extrême droite qui sont au discours clairement racistes, qui sont diffusés sur les chaînes de télévision. Un épisode tellement grave que même Bernard-Henri Lévy a parlé d'une déclaration de guerre aux musulmans. Alors, il y a certains qui parlent d'autoritarisme, d'autres d'État autoritaire, d'autres de dérive autoritaire, d'épisodes pré-fascistes. Donc moi, la première question pour poser les termes du débat, c'est comment vous qualifierez l'épisode politique actuel ? Julien, je pense qu'on est effectivement dans une phase d'accélération de ce qu'on peut appeler la lepénisation, l'extrême droitisation du champ politique. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Enfin, il y a eu bien sûr cet épisode incroyable de la diffusion de l'appel à la haine de Zemmour en direct sur LCI, mais 2 jours plus tard, un matin, j'allais faire mes cours, j'étais à l'hôtel, j'écoute jamais la radio, mais là, c'était tout à coup, j'entends Le Pen qui parle. Et puis j'entends une voix doucereuse, c'était la journaliste qui vraiment le caressait dans le sens du poil, qui lui parlait de sa famille, Marion, Marine, très gentiment. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette radio ? C'était France Inter et c'était Léa Salamé, qui est une animatrice extrêmement mainstream. Le Pen est reçu vraiment comme un bon père de famille que tous les foyers français doivent aimer. Alors, le bon grand-père. Voilà, le bon grand-père. Moi, j'ai fait il y a 1 an sur le Média une émission sur la pratique de la torture pendant la guerre d'Algérie. J'ai repris quelques éléments factuels, et notamment cette famille dans laquelle Le Pen est arrivé avec ses hommes. Il a torturé à mort le père de famille à Alger devant ses enfants. Le gars est mort et il avait oublié son couteau, vous savez. Poignard, ouais, et il y a un gamin de 12 ans à l'époque, l'un des fils du type qui venait d'être assassiné, avait mis
le couteau de côté, il y avait marqué dessus Jean-Marie Le Pen avec le nom de son unité. Et le truc, C'était un couteau de jeunesse SS. ah oui. Oui, c'est un couteau de jeunesse SS. C'est vrai. Le Pen est revenu le lendemain parce qu'il s'était rendu compte qu'il l'avait oublié là, et il l'a cherché. Je pense qu'ils l'ont pas demandé spécialement gentiment aux survivants et à la famille. Il l'a pas trouvé. Et le couteau est réapparu, c'est Le Monde qui l'a retrouvé au début des années 2000. Et le gars, cet enfant dont le père avait été tué sous ses yeux, qui avait conservé ce couteau, est mort assez récemment d'ailleurs. Et j'avais tout de suite, ça m'est venu. Je me suis dit, mais cette petite Léa Salamé, là, est-ce qu'elle est allée à l'école? Est-ce qu'elle connaît un minimum l'histoire de France? Est-ce qu'elle sait qui est cet homme et ce qu'il représente? Voilà, ce personnage est aujourd'hui l'un des... Comme Chirac, il est sympa, enfin, c'est quelqu'un qui rassure les Français, quoi. C'est absolument effarant. Mais alors, donc, pour en revenir à ta question de départ, comment qualifier ce moment? C'est clairement un moment d'accélération, je pense, de ce côté-là, du point de vue de l'instauration de ce sens commun général. Ceci dit, c'est quelque chose qui est préparé, je pense que vous en serez d'accord, enfin, qui monte depuis très longtemps, depuis les années 80, et il y a déjà eu une accélération assez régulière, mais qui disons, augmente ces derniers mois, oui, je pense. Et il y a des acteurs, bien sûr, dans le champ politique français, privilégiés, parmi les intellectuels en particulier. Moi, c'est là-dessus que je me suis pas mal penché. Et pour moi, il y a vraiment un trio, depuis 25 ans, qui est composé de Zemmour, Finkielkraut et Marcel Gauchet, qui fait dispositif et qui s'adresse à des segments de population très différents, qui ne s'aiment pas entre eux, ces segments, mais qui leur font passer, qui leur inculquent le même discours, avec le fond on va y revenir un peu qui est le plus même. loin. Voilà. Quand on va Et je pense que c'est le résultat, si tu veux, cette Ouais. accélération actuelle, elle est le fruit de ce travail de fond depuis longtemps, je dirais. Voilà. Norman? Moi, ce qui peut m'intéresser pour comprendre la séquence actuelle, c'est cet événement de la Convention de la droite, et notamment son nom, Convention de la droite, qui a été organisée, là où on a effectivement eu ce discours de Zemmour dont on a fait référence, qui était diffusé en direct, je crois, sur LCI, avec Marion Maréchal Le Pen, parce que... Pourquoi lui enlever ça? Pourquoi tout le monde accepte de lui enlever son nom? Je veux dire, les gens oublient toujours de changer le nom des personnes trans ou des trucs comme ça, mais pour Le Pen, on change direct le nom, on enlève le Le Pen. Je sais pas, ça me fait marrer. Je sais pas pourquoi est-ce que ça allait aussi vite. Elle a dit bon, on arrête ça. Tout le monde a arrêté de l'appeler Le Pen en fait d'un seul coup. Je trouve ça assez étrange. Mais Cela dit, Maréchal, c'est pas plus glorieux. C'est magnifique. C'est même extraordinaire. Maréchal, voilà. peut-être ça sonne bien parce qu'on a l'impression que Le Pen est maréchal. Je suis sûr que le vieux, ça lui fait plaisir, quoi. Ça doit lui faire quelque chose, de l'émoustiller encore un petit peu. Il aura sans doute des obsèques nationales. Ouais, ça, certainement. Cet événement-là m'intéresse parce que les discours qui ont été prononcés sont des discours qu'on n'entend guère plus au Front National, c'est-à-dire qu'ils sont des discours qui participent vraiment d'une extrême droite renouvelée certes, mais dont le degré d'intensité est un degré d'intensité qu'on trouverait plus guère aujourd'hui habituellement que dans les pages de Présent, de Rivarol, enfin, c'est-à-dire vraiment d'une extrême droite extrêmement radicale, extrêmement hardcore. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que malgré ça, c'est-à-dire malgré cette intensité dans l'islamophobie, malgré cette outrance, on a un dispositif qui est censé fabriquer une espèce d'élément intermédiaire entre les Républicains et le Front National. C'est-à-dire que c'est censé être quelque chose qui est à la gauche du Front National, ce système-là. C'est ça qu'il faut bien... C'est de cela, à mon avis, qu'il est important de se rendre compte. C'est-à-dire que Marion Maréchal Le Pen a été... a rencontré un certain nombre de jeunes acteurs qui montent des Républicains dans cette optique-là, dans l'optique de devenir une espèce de pont, une espèce de passerelle entre les Républicains et, disons, certaines franges de l'extrême droite qui se désintéresseraient du Front National ou qui n'y trouveraient plus son compte. Et donc, ce qui me fascine, ce qui me sidère là-dedans, c'est le fait que la jonction entre l'extrême droite et la droite traditionnelle, légitimiste, que sais-je, que ce pont-là se construit sur des bases beaucoup plus radicales que tout ce que le Front National dit depuis environ les débuts de cette dédiabolisation depuis une dizaine d'années, infiniment plus radical. Et donc on a un paysage qui se construit
dans lequel personne ne fait le même procès en diabolisation à cette nouvelle partie, à cette nouvelle convention de la droite, que celle qu'on a fait au Front National avant la dédiabolisation. Parce que, à mon avis, le fait que tout cela soit compatible et prenne bien soin qu'aucun élément d'antisémitisme ni prospère, ça fait bien partie des choses, puisque l'antisémitisme est en France le seul racisme, effectivement, et véritablement condamnable. Et cela produit, disons, une espèce de... c'est le souhait de Maigret, enfin c'est le projet du MNR, du vieux MNR de Maigret qui est en train d'être réanimé, d'être ravivé, c'est-à-dire de cette espèce de droite qui s'extrémise et qui s'extrémise sur des bases encore plus radicales que celles du FN. Et pour avoir ce diagnostic du temps présent, eh bien, j'ai l'impression que ce vers quoi on va, en réalité, c'est un paysage politique dans lequel l'opposition de gauche portera pour nom le Rassemblement national. C'est-à-dire que le parti le plus à gauche sera le Rassemblement national. La social-démocratie, ce qui ressemble plus à la social-démocratie dans le paysage politique actuel, il faut bien le dire, et avec tout son impérialisme et avec tout ça, c'est le Rassemblement national. On aura un paysage politique dans lequel il n'y aura plus que diverses nuances de l'extrême droite ou d'une espèce de courroie de transmission du capital, le macronisme, une courroie de transmission du capital sous sa forme la plus répressive et qui est capable de soumettre les populations aux intérêts, aux intérêts des capitalistes de la manière la plus brutale et la plus directe. Et surtout, si je peux me permettre, surtout, tu parlais d'opposition, mais intéressons-nous à l'opposition. Et quand on revient sur les propos de Fabien Roussel, je ne sais pas si vous avez, ces derniers temps, à propos de l'immigration, des propos absolument odieux, vous pouvez trouver ça en ligne, c'était il y a une semaine, 10 jours, Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste français, pas du tout du Front National, du Rassemblement National, et qui, par rapport à l'immigration, tire la sonnette d'alarme en disant les Français ont peur, les Français ont droit à des réponses, etc., etc. Alors quand on voit le secrétaire général du Parti communiste français parler comme cela, on se demande où est la gauche. En même temps, c'est pas une nouveauté dans le Parti communiste. On a déjà eu l'exemple avec Marchais. Dans les années 80. Mais on pensait justement que par rapport à cela, il y avait eu quand même un aggiornamento qui avait été réalisé, etc. Mais là, alors le plus grave, c'est qu'à l'époque où Marchais dit cela, alors évidemment, tout le monde avait écrié haro sur le baudet, le PS évidemment, parce que le PS qui évidemment ne vaut pas mieux, mais ça permettait au PS de finir de liquider le Parti communiste. Mais aujourd'hui, personne n'a réagi. Personne n'a réagi aux propos de Fabien Roussel. C'est normal, les Français sont préoccupés, sont inquiets, c'est vrai, par cette immigration. Et alors, le plus incroyable de l'affaire, c'est qu'il faut lire la tribune d'Attali, enfin c'est sur son blog, d'hier, c'était hier je crois, il faut que ce soit Attali qui effectivement tire la sonnette d'alarme en disant, alors Attali, l'ultralibéral, parce qu'on sait, on peut parfaitement penser ce qu'on pense comme Attali, mais c'est lui qui effectivement tire la sonnette d'alarme en disant non, c'est extrêmement inquiétant, cette affaire d'immigration, et il pointe du doigt justement toute une kyrielle d'intellectuels, alors Finkielkraut, comment Goldnadel, enfin un intellectuel, quand on parle de Goldnadel, il faut quand même faire attention. Intellectuel médiatique. Bon, voilà, en tout cas, et puis bien sûr Zemmour. Et ce qu'il y a de grave aujourd'hui, c'est qu'il faut que ce soit un Attali, un ultralibéral comme Attali, qui dise, alors évidemment, lui, c'est sa vision ultralibérale de l'ouverture, laisser faire, laisser passer, etc., tout ce qu'on veut, mais il faut que ce soit lui qui dit, attendez, c'est extrêmement grave, Lui et BHL. Ouais. Alors BHL. Ils peuvent se payer ce luxe d'internaliser. Alors qu'ils l'ont complètement. C'est ça, c'est d'internaliser l'opposition même à cette radicalisation au champ qui lui-même de toute façon est structurellement radical contre non seulement les non-blancs mais aussi les gilets jaunes, voilà, dominés, etc. Mais quand tu parlais de ça, ça me faisait penser, quand tu parlais de Roussel, ça me fait penser à un petit extrait que j'ai retrouvé du Figaro en 2016 qui prenait avec jubilation des extraits du livre de François Hollande qui lui a valu sa chute, vous savez, avec les journalistes Davet et L'Homme, dans lequel Hollande se lâche complètement et les journalistes reprennent tous ses propos. C'est un gigantesque bouquin. Le Figaro avait relevé tous les passages où Hollande parle des immigrés, et en particulier de l'islam. Et il les cite. Et le gars qui fait l'article, c'est Trémollet de Villers. C'est le fils, je crois, de l'avocat de l'avocat Touvier, me semble-t-il, enfin d'un avocat des collaborationnistes. Bref, qui est au Figaro. Et le gars a dit, mais Hollande pense comme nous. Et tous ces passages dans le livre de Davet et L'Homme consistent à dire, Hollande, bon bourgeois moyen, pas très cultivé, qui n'a pas beaucoup réfléchi, ce qu'il pense des musulmans et de l'islam en France, c'est que c'est devenu insupportable,
qu'il y a trop d'immigrés, les Français ont raison, les quartiers échappent à tout contrôle, etc. Enfin, c'est le discours que l'on entend aussi bien au Front National. Et c'est Hollande qui le dit. De même qu'Hollande est le premier président de la République à avoir utilisé le terme de Français de souche. Pour s'en distancier un petit peu. Mais comme dit Rancière, les racistes ne vous en demandent pas plus. C'est comme de discuter sur les chiffres. On ne vous en demande pas plus. Si vous acceptez d'en discuter, c'est déjà gagné. Et lui aussi est un symptôme avant Roussel, Hollande, président de la République, prétendu PS, qui a totalement intégré ce sens commun qui est, évidemment, les immigrés posent problème. Évidemment, c'est le problème. Alors, en parlant de la convention de la droite, ce qui a vraiment beaucoup fait parler, c'est le discours de Éric Zemmour, totalement raciste, totalement conspirationniste, et surtout, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il a été diffusé par CNews, il me semble, ou LCI, voilà. Donc là, ça rejoint un peu à ce que vous dites. Il y a une libération de la parole raciste. Et CNews va donner une quotidienne à Zemmour. Oui, ça que tu voilà. confondais. Alors même qu'il a été condamné pour haine raciale une semaine avant. Donc, quel est le rôle ici je me pose la question des médias. Est-ce que vous pensez qu'ils sont juste guidés par une idée de faire du buzz, Zemmour va ramener des gens, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une adéquation idéologique, que cette propagation des idées de Zemmour les arrange? J'allais dire, je ne vais pas parler longtemps, mais l'un n'empêche pas l'autre. Là-dessus, je vous renvoie au livre très intéressant de Noiriel, dont je sais qu'il n'est pas spécialement bienveillant à l'égard du mouvement indigéniste, mais il y a pas mal de choses à tirer de ce qu'il raconte quand même, et il ne faut pas rejeter en bloc tout ce qu'il fait. Nous ne sommes pas aussi butés que lui. Il y a des choses tout à fait intéressantes. Ouais. Et ce livre, justement, met au regard Drummond, donc l'antisémite de la fin du 19e, fou furieux, qui avait un quotidien qui s'appelait La Libre Parole et qui tirait à 150 000 exemplaires tous les jours pour dénoncer les maux causés par les Juifs. Et c'est pour ça que le parallèle est frappant avec Zemmour qui a sa quotidienne qui va avoir sa quotidienne sur CNews pour dire tous les jours du mal des musulmans devant des centaines de milliers de personnes. Il y a quelque chose d'absolument frappant dans ce parallèle que fait Noiriel dans ce livre qui s'appelle Le venin dans la plume. Et Noiriel montre très bien que la réponse à ta question, c'est les deux, mon général. C'est-à-dire que déjà au temps de Drummond, il y a une massification de la presse. Il compare les contextes. Et il montre comment c'est le moment, l'époque de vie de Drummond, il fait son livre La France juive en 1886, c'est le moment où on passe à un nouveau stade dans la massification des médias. Et les propriétaires de journaux ont besoin de vendre du papier. Alors ils ne sont pas d'accord avec ce que raconte Drummond. Ils trouvent ça un excité, un oébrius. Et puis voilà, ils ne sont pas d'accord avec lui sur les juifs non plus. Mais ça marche, il y a des impératifs économiques, donc on y va. Et il compare avec la situation de Zemmour, qui arrive aussi sur le champ, sur le marché dans les années 80, qui ne réussit pas au départ comme journaliste, qui n'arrive pas à percer comme il le voudrait, comme Drummond d'ailleurs, qui connaît des échecs, des humiliations, qui vient d'un petit milieu, qui voudrait monter, et qui trouve le truc qui fait vendre, le truc qui fait qu'il va être relayé. La question de savoir si c'est par racisme, disons, idéologique, articulé, ou si c'est par opportunisme commercial que les médias le relayent en masse, à la limite, elle est plus très intéressante. Mais oui. Il y a une série qui est sortie cette année, je crois, qui s'appelle The Loudest Voice, et qui parle de la manière dont la chaîne Fox News s'est fabriquée. Et quand j'ai regardé ça, j'ai eu l'impression que depuis que CNews est devenu CNews, c'est-à-dire depuis que son nom a changé, je ne sais plus ce que c'est exactement, avec l'arrivée de Pascal Praud et de ces émissions absolument imbéciles, quoi. Je veux dire, qui sont juste des séries de types qui, râlent, qui expriment des opinions absolument sans aucun fondement, la plupart du temps, qui sont des opinions qui tendent vers le racisme, qui tendent vers une détestation de tout ce qui peut ressembler à une minorité, de tout ce qui peut ressembler à un acquis social. On a ce type de fabrication, j'ai l'impression, de CNews comme une espèce de Fox News français, quoi. Et quand on regarde ce que c'est à partir de cette série ou à partir du livre dont elle a été tirée, c'est que évidemment il y a cette idée que on a là tout un public de conservateurs qu'il s'agit d'aller chercher, qui ne trouvent peut-être pas leur compte dans la télévision, mais en même temps que tout ça a une portée et une importance politique extrêmement grande. Donc quand on a une telle, volonté d'inféoder tout le travail journalistique à cette
espèce de discours raciste, de la suprématie blanche, etc., on sait que ça sert aussi des intérêts politiques. Et on sait que ça construit également une espèce de clientélisme ou une espèce de partenariat avec certains nombres de politiques. C'est-à-dire, par exemple, le partenariat très clair entre Fox News, entre le boss de Fox News et toute son équipe, et également sa hiérarchie, et un certain nombre de personnes de l'aile droite du Parti républicain. Il y a une part de cynisme peut-être, mais il y a aussi une part de création et de véritable constitution d'une espèce de cartel idéologique et d'attelage entre l'idéologie le médiatique et le politique qui va nécessairement se mettre en place. Et ça, cette affaire de Zemmour, on a vu sa tentation, comment dire, au moment des européennes dont il a été question, qu'il a failli être candidat, ça prépare aussi quelque chose. Ça prépare aussi clairement quelque chose. Et juste un dernier point sur lequel j'aimerais revenir sur le discours de Zemmour, c'est sur son contenu précisément. Parce que si vous regardez le contenu, je pense que peu de gens s'en souviennent, mais le tueur de Christchurch, le tueur de Nouvelle-Zélande, l'assassin des mosquées de Nouvelle-Zélande, exactement. Si vous lisez le manifeste de Brenton Tarrant, qui est le tueur de Christchurch, c'est la même chose que ce que disait Boursier. C'est pas que ça ressemble. C'est la même chose. C'est comme si c'est comme si le type était venu et avait lu le manifeste de Brenton Tarrant. Et juste, je termine sur cette question. Sur cette question du grand remplacement, je veux juste dire quelque chose. Beaucoup de gens pensent que cette idée de grand remplacement, c'est une espèce d'exagération que l'extrême droite utilise, etc. C'est pas une exagération. En réalité, pour eux, c'est un euphémisme. C'est-à-dire que le grand remplacement, ce qu'il désigne en réalité, c'est ce qu'ils appellent le white genocide, ou ce que Camus appelle le génocide par substitution. Oui. Et quand on passe du grand remplacement à l'idée du génocide par substitution, c'est plus de la blague. Oui. C'est pour ça qu'il y a des appels au meurtre, c'est pour ça qu'il y a des appels à la bagarre. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas juste, il y a un petit peu plus d'immigrés et nous, on exagère un petit peu dessus. Non, il y a vraiment l'idée que leur génocide est en train de se préparer et que c'est nous qui sommes en train de le préparer. Alors, justement, j'allais parler de la théorie du grand remplacement. Oui. Notre première émission de PDH Radio, on l'avait justement fait sur les attentats de Christchurch et on avait parlé de la France comme capitale mondiale de l'islamophobie parce que justement les théories du grand remplacement de Renaud Camus sont diffusées partout et amènent à des actes terroristes. Il y a eu en Nouvelle-Zélande, il y a eu aussi aux États-Unis. Et il y a eu Anders Breivik aussi, donc déjà qui citait Finkielkraut, avec déjà la même idée, il se croit templier et il veut sauver l'Europe. La France semble être du génocide des Blancs. Donc il est vraiment véritable capitale, pas seulement de l'islamophobie, mais du racisme tout court. Et là, ce qui est grave, c'est que le discours du grand remplacement est tenu à une heure de grande écoute à la télé, et c'est pas la première fois. Et donc ça amène à cette atmosphère islamophobe qu'on voit dans certains actes peut-être moins violents, mais par exemple avec le débat sur les mamans voilées accompagnatrices de l'école. Est-ce qu'on n'entre pas en quelque sorte dans une ère de la paranoïa du champ politique blanc français à l'égard des musulmans et des étrangers en général? Et pour finir cette question, est-ce que paradoxalement cette paranoïa peut être aussi alimentée par des vrais actes? Il y a eu les attentats de 2015, les attentats de 2016, et là encore dernièrement, le policier qui a donné des coups de couteau, qui a tué 5 personnes, et qui serait, selon les propos du procureur, qui aurait fait cet acte suite à une vision radicale de l'islam. Donc comment dialoguer entre les deux? Je ne sais pas si on peut parler de paranoïa. Justement, ce n'est pas un problème de paranoïa. Il y a des sites Internet qui recensent le nombre de blancs et de blonds chaque année, vous savez, et qui constatent amèrement que ce nombre de blancs et de blonds est en train de baisser. Il y a des gens qui consacrent toute leur vie à cela. Et il paraît que sur Terre, le nombre de blancs et de blonds est en train de baisser. Et donc, ils sont accrochés, mais vraiment, ils font des études et tout, et ils ont vraiment le sentiment, donc de leur point de vue, on peut appeler ça nous paranoïa, mais de leur point de vue, ils sont absolument sincères, ils sont convaincus que la race blanche est en train
évidemment, la race n'existe pas, mais bien évidemment, dans leur tête, elle existe parfaitement. Oui, elle existe. Et donc, et donc la race biologique. Et dans leur tête, ils comptent le nombre de blancs. Alors, on ne sait pas sur quel principe, parce que est-ce qu'ils vont mettre des populations nord-africaines dans les blancs ou n'importe quoi? Bien évidemment, non. Il s'agit des populations blanches occidentales. Et c'est pour ça que cette histoire de paranoïa n'est pas forcément. Les caucasoïdes, comme dirait. Les caucasoïdes, ouais, le type caucasien. Des hurluberlus comme ça, il y en a en tout Mais temps. le problème, c'est qu'ils ont des porte-voix maintenant. Mais oui, ils ont des héros, au double sens du terme. C'est tout le problème de ce que c'est qu'un sens commun. Bien et sûr. c'est tout le problème de ce qui a été fait de la théorie du grand remplacement, qui en fait est plus vieille. Enfin, c'est une idée qui existait déjà il y a très longtemps, mais qui avait plus ou moins disparu, qui a été relancée effectivement par Camus. Mais quelqu'un comme Alain Finkielkraut, qui, bien avant que LCI diffuse Zemmour en direct, tous les samedis matins, a une émission qui est extrêmement écoutée par les milieux culturels moyens, par les profs, par des gens qui sont assez cultivés, mais qui sont pas très hauts dans les hiérarchies institutionnelles ou sociales et encore moins économiques, mais qui ont plutôt de la culture. Alain Finkielkraut a fait une énorme contribution au passage de cette idée de grand remplacement et de l'expression même à la sphère de ce qui est non seulement accepté, il est d'accord, il est convenu qu'on en parle. Il a invité Renaud Camus pour en parler, pour savoir dans quelle mesure c'était une idée raisonnable. Il a invité Hervé Juvin, publié par Marcel Gauchet, dont la grande thèse qu'il a développée dans des livres publiés chez Gallimard par Marcel Gauchet est que les Blancs européens sont comme les Indiens d'Amérique au moment de l'arrivée de ceux qui allaient les remplacer. Juvin, il a invité d'autres gens du même tonneau, Finkielkraut à son émission. Il a invité Zemmour, bien entendu. Alors, académicien, voilà. Il y a une espèce de complaisance. Il réussit à créer, parce que Finkielkraut, quelles que soient ses outrances, est quelqu'un que les profs du secondaire d'un certain âge, les gens qui ont une certaine culture, aiment. Ouais. Parce qu'il parle bien de la littérature. Parce qu'il demande à ce que l'on respecte les professeurs. Voilà. C'est quelqu'un qui, même si on désapprouve ses outrances, ne peut pas être, contrairement à Zemmour de la part du même public, détesté, trouvé vulgaire. Il peut tout se permettre. Il peut dire que c'est ridicule qu'il y ait des Noirs en l'équipe de France, enfin qu'il y en ait trop. Bien sûr, celui qui l'aime bien dira « Non, il raconte n'importe quoi ». Mais on l'aime bien parce que c'est Alain Finkielkraut. Il fait partie des meubles. Et quelqu'un comme lui, qui invite des gens à discuter du grand remplacement. Encore une fois, on n'en demande pas plus. Alors il dit qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Il est de plus en plus d'accord quand même. Mais au départ, quand il a invité Renaud Camus, il a dit bon, c'est quand même un peu exagéré. Finalement, il ne trouve pas. Mais au départ, il l'a invité dans ces termes. Peu importe. L'idée même de grand remplacement, si on accepte d'en parler, elle implique la nécessité du nettoyage ethnique en réponse. Donc c'est une idée criminelle. Et l'une des façons aussi de contredire la théorie du grand remplacement, on la trouve souvent à gauche, c'est l'argumentaire de dire « Ah mais non, en fait, il n'y a pas tant de Noirs et d'Arabes que ça ». Est-ce que ça ne fait pas partie aussi du problème de dire que, en fait, si il y avait autant de Noirs et d'Arabes que disaient les suprémacistes blancs, ce serait un problème. Complètement. Ou alors ça s'appelle un dispositif. Ou alors de dire que tous les musulmans ne sont pas pratiquants en France. Il y a très peu de musulmans qui sont pratiquants parmi la masse des musulmans. Ça revient très souvent. Ouais. Mais malheureusement, comme disait Sarkozy, ça c'est un concept qu'on doit à Sarkozy, il y a des musulmans d'apparence. Voilà. Il y a des musulmans athées selon Raphaël Einthoven. Aussi. Mais tout ça fait système, tout ça fait dispositif. Alors, je parlais des attentats suprémacistes à travers le monde, et en France, j'ai l'impression qu'on est en train de sous-estimer ce problème. On a l'impression qu'il n'y en a pas eu. Mais on peut déjà parler de la tentative d'assassinat de l'imam Rachid El-Jeh, ou bien encore de la musulmane voilée qui a été poignardée. Est-ce que la France, on n'est pas un peu trop laxiste envers ces radicalisés? Et surtout, moi, ce qui m'interroge, c'est l'attitude de la gauche. Qui, alors qu'il y a ce genre d'acte, se demande est-ce qu'on a le droit d'être islamophobe? Je pense, bon, certainement que ce danger est sous-estimé, puisqu'il est sous-estimé partout. Il est sous-estimé, y compris dans des pays comme les États-Unis, où les attaques suprémacistes blanches et celles qui sont reliées ou qui sont disons, voisines, comme les incels, etc. Disons, on est dans un moment où l'attentat, ou le crime de masse, ou en tout cas les tentatives d'en faire, sont devenus une forme d'expression politique particulièrement prisée. Une forme d'expression, une forme de publicité aux idées politiques. Et je pense qu'il faut se rendre compte de ça. Quand on lit encore une fois les manifestes de ces criminels de masse, que ce soit Breivik, effectivement, Tarrant ou d'autres, ils revendiquent cela.
Ils revendiquent ce mode d'expression, ils revendiquent, cet attentat non pas comme une forme d'art, comme pouvaient le faire les surréalistes, mais comme une forme d'expression politique, et comme une manière d'attirer, dont effectivement les manifestes sont l'un des véhicules, mais comme une manière d'attirer à eux des yeux, et comme une manière de rendre visible une pensée, un projet, une idée de leur nation et une idée du monde blanc. Voilà. Cela, je pense qu'il faut en prendre conscience. Et la sous-estimation du danger des crimes de masse suprémacistes blancs qui pourraient venir provient de ça. Provient du fait qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est. On ne se rend pas compte du type d'expression et du type de centralité qu'à mon avis va prendre de plus en plus cette forme d'expression politique qui se veut, chez les suprémacistes blancs, souvent une imitation, une manière de singer, le terrorisme islamiste. Une manière de se hisser, chez Breivik, de se hisser à la hauteur qu'ils estiment être celle de leurs ennemis. Alors, l'une des caractéristiques du fascisme et qui lui permet d'accéder au pouvoir, c'est d'être un parti de masse. Est-ce que vous pensez que, grâce à ces idées qui se propagent, des partis comme le Front National, ou même, imaginons un futur parti de Marion Maréchal, Le Pen, qui a même fait de la conquête du pouvoir un objectif durant cette convention, peut réussir et qu'il peut y avoir dans un futur proche un parti, si ce n'est fasciste, fascisant au pouvoir. Les deux premières choses que je dirais, c'est que il ne faut pas du tout abandonner la référence au fascisme. Je crois qu'elle est légitime. Il ne faut pas se laisser intimider par les gens qui, et c'est très facile, disent « Ah, mais ça n'a rien à voir. Vous, les gauchistes, vous n'avez que fascisme à la bouche. Le fascisme, c'est des choses bien précises. C'est l'Italie, c'est l'Allemagne. » Alors, voilà. D'une part, bien sûr, le fascisme historique, il n'y a que le fascisme mussolinien et un peu le nazisme qui, directement, s'est inspiré explicitement, avec le salut romain, par exemple, etc., des faisceaux de la République romaine et de l'Empire romain qui étaient mis en avant par Mussolini et qu'on peut dire fascisme. Le fascisme, ça vient des faisceaux, c'est-à-dire l'emblème du pouvoir absolu de vie et de mort qui accompagnait les consuls de la République romaine, puis les empereurs. C'est synonyme de majesté, de pouvoir absolu, mais par extension, et il est indispensable d'utiliser le terme aujourd'hui en sachant de quoi on parle, le fascisme, c'est globalement une disproportion totale du pouvoir de vie et de mort, du pouvoir d'imposer par la force à des populations une politique. Alors, quand tu dis une des conditions, c'est un parti de masse. C'est vrai qu'historiquement, ça a eu beaucoup d'importance. Mais plus encore que le parti de masse, si tu regardes, par exemple, l'Italie et l'Allemagne du nazisme et du fascisme, plus encore important que le parti de masse, c'est le consensus de masse et la passivité de masse. C'est pour cette raison qu'il est si inquiétant de voir un sens commun, une idée évidente que tout le monde tient pour juste, qu'on peut après discuter pour des affaires d'intensité, mais qui dans ses fondements est accepté de manière générale, à savoir le problème, l'un des principaux problèmes, c'est qu'il y a trop de musulmans, d'immigrés, de tout ce que tu veux. Cette idée-là, son développement en forme de consensus, c'est un élément décisif, possiblement, pour le développement du fascisme. Et c'est pour ça qu'on peut légitimement dire, à mes yeux d'historien, qu'on est peut-être dans une période de pré-fascisme. Le nouveau fascisme ne ressemblera pas, à plein d'égards, à l'ancien. Exactement, il faut se garder des... effectivement, tu as tout à fait raison, Julien, de le dire, mais quand on parle de fascisme, et notamment autour des débats sur le livre... de notre ami Hugo Paletta, la possibilité du fascisme. La possibilité du fascisme, c'est que les gens vont chercher des correspondances terme à terme. Et effectivement, ça ne correspond pas. Mais tu as raison de le souligner, Julien, cette espèce de passivité et de consensus massif qu'auparavant on avait besoin d'assumer à coup de, selon l'image d'Orwell, à coup de souliers à clous, l'image du fascisme, enfin du totalitarisme. Même si lui pensait au stalinisme, mais pour le fascisme, l'image qu'il donnait, c'était un soulier à clous qui s'écrase perpétuellement sur un visage. C'était l'image qu'il donnait du fascisme. Bon, on n'a plus besoin de ça maintenant, bien qu'on a encore besoin des souliers à clous, on le voit dans la répression policière. Ça dépend des populations. Mais ça dépend des populations, c'est ça exactement. C'est que ce consensus, majoritairement, il est acquis sans avoir besoin de souliers à clous, je veux dire. Et c'est ça qui est absolument terrible.
un secrétaire général du Parti communiste parlant ainsi, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Il n'est pas menacé, il n'est pas contraint de parler comme cela. Bon, je ne vais pas en faire une fixation sur lui, mais c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Et donc, le fascisme qui vient, parce qu'effectivement, on peut parler de fascisme ou de situation fascistoïde, j'en sais trop rien, mais en tout cas de fascisme, concrètement, il est déjà en acte. Il est déjà en acte. Lorsqu'on laisse mourir des milliers de populations, des milliers d'êtres humains dans ces détroits, dans ces détroits maritimes, etc., et que cela ne soulève pas de haut le cœur, on peut parler qu'on a déjà acquis 50% du reste. Qu'est-ce qui reste après ça? Qu'est-ce qui reste après ça? D'aller exécuter les gens chez eux? Bon, je pense que ce sera le dernier acte et ça ne posera aucun problème. Mais dès l'instant où on accepte tout cela et qu'on voit ça exactement comme un accident de voiture, voilà. Tu en as parlé, l'un des aspects, c'est aussi la violence policière, la violence d'État. Et l'un des autres signes de cette radicalisation, c'est justement cette radicalisation autoritaire et ces violences policières. Alors nous, on a malheureusement l'habitude des violences policières, mais là, maintenant, elle touche les Blancs. Elle a touché de plein fouet les gilets jaunes, et ce qui est encore plus grave maintenant, bon, c'était déjà grave, mais c'est que maintenant ce n'est pas seulement les gilets jaunes, mais ça a l'air de s'étendre à toutes les mobilisations. On a vu que la marche climat, qui a été la seule marche au monde à être réprimée, c'est en France. Comment expliquer qu'en France on soit arrivé à un tel niveau de répression? Ça, c'est la question de l'extrême centre, à mon avis, dans la tradition politique française de long terme et dans la conjoncture de court terme avec le développement du macronisme. Cette notion d'extrême centre est très importante à mon avis pour saisir ce qui se passe aujourd'hui. Elle est complètement réactivée dans de nouveaux termes avec un enjeu derrière qui est plus sortir de la révolution, faire la synthèse entre la droite monarchiste et la bourgeoisie révolutionnaire en expulsant, disons, toutes les tendances populaire, démocrate radical, robespierriste, disons, c'était ça, le premier extrême centre. C'était Napoléon, en fait, le directoire puis Napoléon, qui disent nous sommes modérés, nous sommes au milieu. Et à cette modération langagière correspond en fait une violence de la répression des pauvres et de tous les opposants politiques qui est absolument radicale. Aujourd'hui, on a le même type de situation avec Macron qui présente un discours de la modération, hein, et qui renvoie aux extrêmes, toute opposition politique un peu sérieuse, mais avec derrière, alors ça engage autre chose que les questions d'immigration, un programme qui est celui de la révolution néolibérale de Macron, sur lequel il est tout à fait explicite. Hein. L'objectif, c'est la marchandisation intégrale de tous les rapports sociaux, c'est-à-dire un changement anthropologique, l'acceptation qui n'est pas du tout de tradition en France des inégalités les plus violentes. Hein. Alors il y aura des gens qui auront de la compassion, puis d'autres qui n'en auront pas, mais là encore, peu importe, c'est un dispositif. La question ne se posera plus de la légitimité en termes de justice sociale de ces choses. Il y a une révolution culturelle qui est en cours, enfin il y a une tentative de révolution culturelle par ces gens-là, par les élites françaises réunies. L'UMPS, malheureusement, pour reprendre quelque chose qui a été lancé, mais qui s'est avéré par le Front National et qui s'est avéré vrai, hein, je veux dire, Macron, il gouverne, il a été lancé par Jean-Pierre Jouyet, qui était ministre des Affaires européennes de Sarkozy, puis secrétaire général de l'Élysée de Hollande. Hein, ces gens-là, en fait, il y a une unité de ce milieu de gouvernement. Hein, il y a une foncière homogénéité idéologique qui va du PS inclus, y compris la gauche du PS, y compris les gens comme Hamon, jusqu'à l'extrême droite. Ce qu'on appelle, nous, l'extrême droite, c'est-à-dire que c'est aussi la culture du Front National au plan économique. Et ces gens-là sont face à une société française qui, pour plein de raisons historiques, indépendamment du fait que les gens se pensent de droite ou de gauche, c'est pas le problème des Gilets jaunes, ne veut pas de ça, n'accepte pas ça pour l'instant. Alors là-dessus, la question de l'immigration, elle est centrale dans la situation française parce que c'est un instrument. Et on voit bien, vous parliez pour le titre de radicalisation de Macron, effectivement, vous avez vu que ces jours-ci, Macron a tenu des discours sur la couverture générale, par exemple, la couverture universelle, qui sont clairement des discours de type FN, enfin des discours racistes. Ça ne représente pas grand-chose. Non, c'est rien du tout. Si on considère ce que ça représente financièrement, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Mais il s'agit de dire aux gens, attention, les causes de vos problèmes, vous souffrez, mais voyez bien que nous nous occupons des causes de vos problèmes, ce sont les abus des immigrés qui abusent de notre état social. Bon. La question du racisme et disons, anti-immigrés, il faut la remettre dans ce contexte. Elle est instrumentalisée, elle est toujours, de toute façon, foncièrement instrumentalisée. Enfin, il y a toujours ces logiques politiques, disons, plus larges, dans lesquelles elle se trouve englobée. Et
Macron est prêt à aller très loin, on l'a vu. Enfin, je veux dire, Louis Alliot, au début, a soutenu la politique d'immigration qui tout de suite a été mise en œuvre dès après son élection par Macron, la politique à l'égard des migrants, la politique à l'égard de l'accueil et la politique à l'égard des immigrés en général. Le Front National l'a soutenu tout de suite. Et toutes les associations disent que jamais l'État n'a été aussi violent depuis l'élection de Macron. Mais notamment, juste sur le virage anti-immigrant de Macron, il a justifié ça en disant qu'il fallait arrêter d'être des faux durs, donc peut-être qu'il faut être des vrais durs, il fallait arrêter la bonne conscience, et surtout, il fallait se saisir de la question de l'immigration pour éviter de paraître un parti bourgeois. Ce qui est totalement cynique pour un parti qui a favorisé la bourgeoisie dans tous les autres domaines. Mais c'est le discours du Front National, les bobos, ceux qui sont faibles avec les migrants, c'est les bobos. Ouais, exactement. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Et surtout cette focalisation sur ce seraient les classes populaires les plus racistes Oui, bien sûr. Moi, tout ça, j'ai l'impression que c'est une que c'est une manière, enfin disons ce recours à la violence systématique, c'est évidemment une réponse au manque de légitimité dont souffre ce gouvernement aujourd'hui. Ou plus exactement, peut-être, à une sorte de réinterprétation de ce que signifie sa propre légitimité. Puisque on n'a plus l'idée que la légitimité proviendrait du consentement général de la population aux réformes, aux lois qui sont promulguées, etc. Mais c'est l'idée que le simple fait d'avoir été élu au suffrage universel rend possible de faire absolument tout ce qu'on veut. Il n'a absolument aucun besoin de demander de consultation d'aucun ordre, que cette élection au suffrage universel lui donne un blanc-seing et que désormais la population doit simplement se laisser gouverner. Se laisser gouverner, se laisser, dominer par une puissance qui se pense, j'ai l'impression, elle-même comme souveraine, comme véritablement souveraine à l'ancienne. C'est une espèce de réactivation d'un délire ou d'un fantasme de souveraineté. Et les élections semblant approcher, quelques événements, quelques dates butoirs semblant se rapprocher, il s'agit tout de même de revenir à une espèce de discours. Et là, oui, on s'achète une forme de légitimité en dégainant ces questions d'immigration, etc. Et qui est aussi une manière, d'une certaine façon, devant ce spectacle de violence, je crois, de lui donner du sens. De donner à penser que ce déballage de muscles, de matraques, de lacrymos, en réalité, ce serait quand même pas mal si on balançait ça dans la gueule des immigrés. Ça pourrait quand même faire plaisir à pas mal de monde. Et comme ça, ce spectacle désolant, ce spectacle de mouvements sociaux réprimés, peut laisser, disons, à quelques électeurs, plus ou moins radicalisés, pour reprendre ta formule, peut leur laisser rêver d'un projet de nettoyage ethnique qui pourrait finalement être pas mal. Donc c'est d'une certaine manière faire oublier la violence réellement existante contre les mouvements sociaux avec laquelle visiblement la majeure partie de la population française n'est pas d'accord, non pas simplement en effaçant le fait, mais en laissant rêver, penser, fantasmer à une répression qui ne les viserait pas eux, mais qui viserait essentiellement les Noirs et les Arabes. Et là, ça devient beaucoup plus beau, ça devient beaucoup plus poétique. Oui, dans les méthodes fascistes. Le temps file, donc je vais vous poser une dernière question. On voit que cet autoritarisme ne se manifeste pas seulement par la violence policière, mais elle peut aussi se manifester par la voie juridique. Et on l'a vu pendant la revue d'actualité avec Assa Traoré, mais il y a aussi eu l'épisode de la France insoumise et la convocation de Jean-Luc Mélenchon. Et avant ça, même, l'État avait profité de l'état d'urgence pour convoquer et pour interdire de manifestations plusieurs manifestants, notamment écologistes. Donc, est-ce qu'on ne prend pas assez en compte la gravité de la situation de ce côté-là? Hollande fait ça dès 2016 avec la COP 21, fin 2015, début 2016, souvenez-vous, à la suite de la deuxième série d'attentats, ceux du Bataclan, il y a un état d'exception qui permet d'arrêter les gens, de perquisitionner les gens beaucoup plus facilement, de façon préventive. Et lui et Cazeneuve et Valls mettent ça en œuvre tout de suite, mais contre les militants écologistes de la COP 21, qui sont interdits d'approcher Paris à cause des mesures liées aux attentats du Bataclan. Et en plus, ils le reconnaissent, en tout cynisme.
Alors ça, c'est une question évidemment gravissime du développement, disons, de l'état d'exception, de sa normalisation qui permet le fascisme, c'est-à-dire l'usage direct de la force contre quiconque n'obtempère pas aux ordres exécutifs indépendamment des libertés publiques, donc en contradiction avec toutes les libertés publiques. Surtout qu'il y en a qui sont rentrés dans la norme de maintenant. Il y a des dispositifs de l'état d'urgence qui sont maintenant rentrés dans... On a fait rentrer dans la norme régulière. Macron a dit « Ah, on lève enfin l'état d'urgence ». Et ça, c'est typique de Macron. Et en même temps, en fait, toutes les mesures d'état d'urgence deviennent des mesures de droit ordinaire, de droit commun. Mais si vous regardez du côté de la répression des Gilets jaunes, il suffit d'aller sur YouTube pour voir Jérôme Rodriguez en train de manger un sandwich tranquillement place de la Bastille, lever la tête, voir des flics qui s'avancent vers lui alors qu'il est absolument tranquille avec ses copains, prendre un coup de LBDB, se faire éborgner, tomber, vous voyez tout. Ouais. C'est un crime policier évident. Il n'a toujours pas pu obtenir le rapport de l'IGPN que la justice a pourtant enjoint au ministère de lui communiquer après procédure, mais le ministère dit non. Mais non, sur la loi, mais c'est pas grave. Le pire là-dedans, c'est que dans ce traitement, je veux dire, les policiers sont couverts et pourtant ils trouvent qu'ils sont traités injustement de la part de la justice. Leurs syndicats continuent, poussent leur avantage. On a eu l'exemple à Sevran de ce policier qui a essayé de se taper, de se battre avec un jeune noir qui n'avait rien fait et qui a été démis de ses fonctions et que les policiers sont venus manifester. Le message, c'est effectivement, quoi que vous fassiez, vous serez toujours couverts et... les syndicats policiers, il faut rappeler quand même que d'après l'étude du CEVIPOF, qui est un organe d'extrême centre de Sciences Po, dirigé par Pascal Perrineau, qui est un propagandiste de l'extrême centre, le très sérieux CEVIPOF a fait une étude sur le vote des gardiens des forces de l'ordre, des policiers. C'est entre 65 et 75% de vote Front National, voilà, Rassemblement National. Voilà. Il y a en face donc une force idéologique qui constitue l'État profond et qui a la bride sur le cou. Que d'ailleurs les politiques ne contrôlent plus forcément. On a la sensation que c'est quand même le syndicat Alliance, qui est vraiment un syndicat dont les idées sont extrêmement inquiétantes, qu'on pourrait dire de type fascistoïde, qui dicte ses volontés à Castaner. Et Synergie, qui est guère mieux, qui est le syndicat principal. Position de Synergie. Cet après-midi encore, ils font un tweet pour soutenir Bolsonaro, c'est-à-dire le coup d'État judiciaire. Toutes les formes légales, je pense à ce que disait Norman tout à l'heure, le déficit de légitimité qui est remplacé par un excès de légalité, c'est-à-dire Macron qui est élu avec 20% d'adhésion, de gens qui vraiment veulent ce qu'il propose, et qui ensuite entreprend de changer en profondeur toute la société française. Il n'a aucune légitimité, si on prend les choses littéralement. Mais en termes de procédure, tous les gens, disons, raisonnables vous diront « Ah, malheureusement, oui, ça s'est mal goupillé, mais il est au pouvoir, alors maintenant, il faut respecter la procédure, sinon où va-t-on » La légalité, et même, si ça ne suffit pas, l'illégalité totale, quand il faut couvrir la police, quand l'IGPN, ou quand un tribunal dit « Vous donnez à Jérôme Rodriguez le rapport de l'enquête interne qui a été faite sur la manière dont il a été éborgné », ils disent « Non ». Voilà. Donc, excès de légalité par déficit de légitimité, et si besoin, et là on passe vraiment au fascisme, la légalité aussi, on va s'asseoir dessus. Donc on va terminer sur ça, on va terminer ce débat parce qu'on va passer sur l'entretien. Alors merci encore Julien Terry et Norman Ajari d'avoir accepté l'invitation. Le temps de laisser les invités partir et les autres s'installer, je vous propose une petite transition musicale et on se retrouve tout de suite après avec un entretien avec des grévistes. Et on se retrouve pour cet entretien. Alors pour cet entretien, j'ai eu le plaisir de recevoir Fofana Mamadou. Comment Amadou, pardon, excuse-moi, j'ai mal noté. Fofana Amadou, tu vas nous parler de la grève de Chronopost à Alfortville. Et j'ai aussi Yessa qui va nous parler en toute fin d'émission de la marche du 8 décembre. Alors, Fofana Amadou, vous êtes en grève à Chronopost d'Alfortville depuis, il me semble, juin. Oui. C'est ça. Oui. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous expliquer les raisons de la grève et comment ça se passe? Bonjour tout le monde. On a commencé les grèves depuis le 11 juin. Bientôt 4 mois maintenant, on est là-bas. Pour la suite des revendications de nos droits, en fait. Parce que nous travaillons là-bas et nous sommes des sans-papiers. On travaille la nuit. Heure de nuit, mais ils nous payent comme la journée. On commence souvent de 3h
à 4 heures souvent. Ça dépend quand il y a beaucoup d'activités qu'on commence tôt, quoi. Donc jusqu'à 7 heures du matin. On travaille la nuit, mais ils nous payent comme la journée, quoi, en fait. On fait des heures SIP aussi. Ils ne les payent pas. Bon, on est obligé de les faire parce qu'ils savent que nous sommes des sans-papiers. On est là-bas à peu près quarantaine de personnes. Il y a certaines qui étaient en fin d'émission. Bon, il y a certaines aussi qui étaient en cours, quoi. Moi, je fais partie des gens qui étaient en cours d'émission. Donc, mais les 11, quand même, on a décidé d'arrêter les boulots pour faire l'occupation en même temps. Oui, d'accord, parce que c'est pas seulement une grève, c'est que vous occupez l'entreprise là-bas, Ouais. vous avez un camp, vous avez établi un camp et tout. Si, on a fait des campements là-bas. Tout d'abord, on avait commencé l'occupation à faire l'intérieur de leur site. 2 semaines après, bon, il y a eu des prochains. Donc, les juges nous ont évacués de sortir de l'intérieur. Donc, 2 semaines après, jusqu'à maintenant, on est à la porte là-bas. Et comment on arrive à tenir 4 mois de grève là-bas? Comment vous faites Ouais, bon, on est là-bas 4 mois, bientôt les 11. Quand même avec beaucoup de soutien quand même, parce qu'on est là-bas, on ne travaille pas. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui nous apportent à manger. Voilà. Et vous avez dit, ouais, donc c'est un truc de sans-papier. Est-ce que tu penses que ils profitent de ça, ils profitent de la situation de sans-papier, et je pense que ça rend la lutte encore plus difficile. Est-ce que vous avez eu des difficultés, par exemple, avec les syndicats pour pouvoir monter ce projet de grève par rapport à ça? Ouais, bon, on a eu des difficultés parce que tout d'abord, parce que c'était un coup à préparer, quoi. C'est commencé depuis l'année dernière avec la CGT. Bon, chaque fois que la date qu'ils vont fixer après, ils vont dire qu'après. Donc, jusqu'à ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en fin d'émission. Donc, avant même de faire l'occupation, chaque fois on faisait des réunions avec la CGT au Bourse du Travail à la République là-bas. Donc, même la semaine qu'on devrait faire l'occupation, on a parlé avec CGT. Bon, ils n'ont pas du tout d'accord. Parce que après, donc, on est parti voir Solidaire, parce qu'on est avec Solidaire là-bas maintenant. Donc, on est parti voir Solidaire pour l'expliquer les cas. Parce qu'on était avec notre collectif, quoi. Cet SPV, collectif des sans-papiers de Vitry-sur-Seine, quoi. Donc, on est avec eux, on est parti voir les Solidaires pour l'expliquer les cas. Donc, on est avec les syndicats solidaires maintenant. Et là, actuellement, comment ça se passe avec la direction? Est-ce qu'il y a des négociations qui sont ouvertes, ou ils veulent toujours rien entendre et vous êtes obligé de continuer vraiment Ouais, bon, il n'y a pas eu de négociations parce qu'on est là-bas toujours. La Chronopost, parce que nous, on a notre boîte d'intérim, mais les donneurs d'ordre, c'est la Chronopost, quoi, en fait. C'est Chrono qui donne l'ordre à Mission Intérim de nous envoyer, quoi. Donc, nous, on travaille. En fait, c'est leur complicité, quoi, entre Chronopost et Mission Intérim. Parce que Mission Intérim, il y a certaines qui sont là-bas plus de 2 ans. Ils envoient les gens de venir travailler. Ils ne font pas de contrôle. Ils nous laissent travailler comme ça. Nous, on vient là-bas aussi, à Chronopost. Ils ne nous demandent pas de se présenter avec la carte séjour, juste ils se profitent de nous laisser comme ça. 2 ans, il n'y a pas eu de contrôle. Bon, après, quand on a fait l'occupation, ils disent qu'il n'y avait pas de sans-papiers dans leur site. Et pourtant, nous, on a des fiches de paye, on a des contrats. Et même chaque semaine, la mission qui nous envoie pour la confirmation, on a tout ça avec nous dans les portables. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a là des événements, des manifestations de prévues là, dans les prochains jours? Ouais, les 11, on va aller manifester à la ministère du Travail. Le 11 octobre. Ouais, Et le 11 octobre. s'il y a des gens ici qui souhaitent vous soutenir, ou des gens qui nous regardent, qui souhaitent vous soutenir, comment ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent venir là-bas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose où on peut faire des dons? Ouais, bon, on a des caisses de crève là-bas aussi. Bon, j'espère que comme on n'a pas amené des tracts, sinon il y a des cagnottes aussi à ligne. Ça dépend, quoi. Il y a beaucoup de gens aussi qui envoient du chèque solidaire. Il n'y a pas une page Facebook ou un lieu où on peut s'informer, non? Une page Facebook ou une adresse? Si, on a Union des Solidaires 94. C'est l'Union Solidaire 94? Ouais.
Solidaire Union 94. solidaire 4. Ouais. Donc, je pense qu'on va aussi nous mettre, une fois qu'on aura publié l'émission, l'adresse, les liens pour pouvoir vous faire des dons et pour vous soutenir. Ouais. Merci à toi. Ouais. Merci à toi d'être Merci à venu. vous aussi. Et juste une Oui, précision. Et donc tu disais que les syndicats en général, mis à part Union solidaire, ils ne vous soutiennent pas ou comment ça se passe? Donc la CGT du coup, Il y a la CGT dans. mais elle continue à vous non, elle ne soutient plus. Ah ouais, vraiment. c'est fini. C'est ça. Pas depuis que nous on a commencé jusqu'à maintenant, les CGT n'ont jamais passé là-bas. C'est ces CGT d'Alfortville qui sont venus nous À la voir. section locale. Ah, oui. d'accord. C'est ça, Voilà. la section locale. Sinon, la CGT quand même ne sont pas passés là-bas. Ouais. D'accord. Parce que nous, on était avec CGT, il nous a traînés, donc bientôt un an et quelques. Il n'y a pas eu D'avancée, d'occupation. quoi. Voilà, donc on a vu que c'est quelque chose aussi, bon, parce qu'ils ont commencé en fait de donner fin d'émission à beaucoup de personnes. Donc on a vu ça, on a dit que bon, si c'est comme ça, nous, on ne Ouais. peut pas attendre CGT. Donc on a décidé avec notre collectif d'aller voir Union solidaire, donc. voilà, c'est ça. Union solidaire pour faire l'occupation en fait. Voilà, parce que nous on travaille là-bas, quand on vient, ils ont commencé même juste pour nous exploiter en fait, parce qu'on vient là-bas, on rentre sans badge, même si quand on veut faire des badges, ils vont dire que la carte c'est pas à vous, donc on ne peut pas Ouais. vous faire la badge avec le carte de quelqu'un d'autre quoi en fait. Donc nous on a compris tout ça, on a accepté à travailler. Parce que même dans leur site, la partie les plus dure, c'est les sans-papiers qui travaillent là-bas. Tel qu'au niveau des chargements, c'est les sans-papiers qui travaillent là-bas. Donc on a compris tout ça, on a demandé de nous régulariser, ils ont refusé. Nous aussi, on a décidé d'arrêter les boulots. Donc de se mettre en grève en même temps de faire l'occupation là-bas. Et il n'y a pas eu de menaces de la part de la répression des policiers ou des choses comme ça Ou d'autres organisations d'autres, politiques ou Ouais, bon, de gens qui sont venus faire pression. Ouais, bon, au le camp. moment que on a fait l'occupation, après avoir sorti dehors, bon, il y avait des policiers qui passent là-bas chaque fois pour nous inviter de ne pas rajouter des tentes, quoi, parce qu'en ces temps-là, il faisait froid, il pleuvait. Bah Bon, oui, en plus, on c'est a ça, dit qu'on ne peut pas rester comme ça, parce qu'il y avait des gens qui restent toute la nuit à se tenir debout, il pleut là-bas. Bon, on a compris, on dit qu'il faut qu'on rajoute des tentes, quoi. Bon, après, nous, quand même, on a rajouté des tentes, bon, jusqu'à maintenant, bon, ils passent là-bas chaque jour, mais il ne dit rien, quoi, en fait. Et, vous n'êtes pas les seuls groupes de sans-papiers à faire grève. Il y a des piquets de grève un peu partout, Ouais. notamment, il me semble, les stewards de KFC à Paris, Ouais. les hommes et femmes de ménage à l'UGC Cité Bercy dans le 12e. Est-ce que est-ce que vous avez des contacts entre vous? Et, bon, avec les femmes de l'autolébis, quand même, chaque fois, Ouais. nous, quand ils vont faire des occupations, on envoie une délégation là-bas pour aller les soutenir, quoi. Voilà. D'accord. On a fait ça plusieurs fois. Mais avec les nouveaux piquets de grève, quand même, c'est jeté, bon, nous, on n'a pas passé là-bas. Ouais. Parce que c'était quelque chose, bon, j'espère qu'ils ont presque gagné. Bon, il n'y a C'est- plus de piquets là-bas, en fait. Ouais. Ouais. Donc, on m'a dit qu'il y avait le 7 octobre. Le 7 octobre, il y a aussi un rassemblement Oui. qui aura lieu où? À la préfecture aussi. Est-ce que c'est pas le 8? C'est, Attends, j'espère que c'est le 8. Moi, j'ai eu les informations le 7 octobre. Ouais. Ouais, ça, alors, pour le 7 octobre, c'est à l'hôtel Iblis. Ouais. Iblis. Ibis, Pardon. Ibis. Le lapsus. L'hôtel Ibis de Batignolles. Donc, il y a un rassemblement et vous pourrez aller les soutenir. Ouais. Donc, c'est demain. Et oui, normalement, il devait y avoir une intervenante de l'hôtel qui devait venir et qui, Ouais. malheureusement, n'a pas pu venir. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci. Ouais, merci à vous aussi. Je te propose de rester pour la fin de l'émission. Yessa, toi, tu vas nous parler d'un autre événement qui aura lieu le 8 décembre et d'une marche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors je vais vous en dire un peu plus. Bonsoir. Et puis peut-être juste dire pourquoi on ira marcher le 8 décembre. Donc le 6 décembre dernier à Mantes-la-Jolie, 150 lycéens qui manifestaient ont été interpellés de manière violente, humiliante. Ils ont été parqués plusieurs heures, à genoux, main sur la tête. Ils ont été placés en garde à vue. Certains ont fait 24 heures, d'autres 48 heures.
Puis ils ont été relâchés sans autre forme de procès, c'est-à-dire avec un simple rappel à la loi qui n'a même pas lieu d'être puisque il n'y avait aucune infraction commise à ce moment-là. Donc en mai, l'IJPN a émis ses conclusions, pas de comportement déviant de la part des policiers ce jour-là, et c'est la chef de l'IJPN, Brigitte Julien, qui le dit à l'Assemblée. En juillet, la procureure de Nanterre classe sans suite 4 plaintes seulement. C'est-à-dire que toutes les plaintes n'ont pas été traitées. Aujourd'hui, il y a constitution de plaintes avec partie civile. Donc, on y travaille avec le collectif d'avocats et le collectif de défense des jeunes du Mantois, donc qui regroupe les familles de Mantes-la-Jolie. Le 8 décembre, cette marche, c'est pas uniquement la marche des maires de Mantes-la-Jolie, parce que l'affaire de Mantes-la-Jolie n'est pas, c'est une affaire nationale. Ce jour-là, lorsque on porte atteinte à l'intégrité morale et physique de nos enfants, le message envoyé à ce moment-là par le ministère de l'Intérieur, puisque les ordres viennent de là, on envoie un message clair à la jeunesse, à l'ensemble des lycéens, et cette interpellation, elle est venue couper l'herbe sous les pieds à ce mouvement qui était naissant et qui emboîtait le pas aux Gilets jaunes à l'automne dernier. Donc cette marche pour la justice et la dignité, c'est une marche que l'on souhaite porter avec vous tous, toutes et tous, parce que si on n'est pas capable aujourd'hui de se projeter et de voir au-delà de ce qui se passe actuellement en France et depuis, quand on dit actuellement, moi je pense que c'est depuis très longtemps, depuis près de 40 ans, même peut-être un peu plus dans les banlieues, ça s'étend à l'ensemble de la population française, et cet avenir qui est mis à mal par les différentes réformes et les amendements aussi, les différentes lois, etc. en France, il faut pouvoir penser au-delà du présent, de l'instant, et se dire que tout ça va impacter la jeunesse, les adultes, nos enfants qui feront le monde de demain. Donc on vous appelle à une marche nationale, départ Barbès, le 8 décembre prochain à 14h pour la justice et la dignité, et surtout pour l'amour de nos enfants. D'accord. Merci Yessa. Oui, Youssef. Moi, je tiens à préciser que Mantes-la-Jolie, pour ceux qui ne connaissent pas, est un quartier qui, avec le Val-Fouré et autres, qui a subi énormément la répression policière, avec au cours des années 80, des années 70, 80, 90, de nombreux jeunes qui ont été tués par la police, Youssef Caïf et d'autres, etc. Oui, on pense aussi à Saïch, qui est mort dans une cellule de garde à vue. Commissariat de Mantes-la-Jolie. Exactement, donc c'est vraiment un quartier qui a beaucoup souffert, plus qu'un quartier, c'est immense, et donc le fait de déclarer qu'il n'y a rien, qu'il ne s'est rien passé, et qu'effectivement ces jeunes n'ont subi aucun outrage, c'est quand même assez incroyable de la part d'un gouvernement. Ouais. Quand on fait ça à sa jeunesse, que reste-t-il à faire ? C'est le signe de la fascisation, comme on a dit. Alors, on va tenir nos auditeurs au courant jusqu'à la marche, on va bientôt diffuser les infos, et on mettra aussi les informations pour soutenir les différents. Donc c'est Solidaire Val-de-Marne, pour ceux qui veulent déjà, la page on mettra les informations. On va mettre cela. Et donc je vous propose de terminer cette émission avec la chronique de Youssef. Et Youssef, tu as décidé ce soir de nous parler des Noirs de la Brousse de Suriname. Ouais, voilà. Ils sont appelés Noirs de la Brousse, hollandais, les Hollandais disent Bushniggers. Alors voilà, donc je raconte un petit peu l'histoire. C'est une histoire tout à fait intéressante, assez extraordinaire d'une certaine façon. Donc vous savez que la Hollande a pratiqué la traite atlantique, et donc du coup massivement, comme les autres puissances impérialistes aujourd'hui, et à l'époque coloniale, esclavagiste. Et il se trouve que en Guyane, alors la Guyane c'est un plateau qui, vous savez, que se sont partagés, que se sont âprement partagés la France, la Hollande et le Royaume-Uni, l'Angleterre. Et donc la Guyane a donc été partagée, mais bon, donc terre coloniale, pour les cultures coloniales, et donc pour laquelle on a importé un certain nombre d'Africains, donc déportés, qu'on a déportés et qu'on a fait travailler dans les plantations. Alors, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les quilombos en Amérique latine, et notamment au Brésil et dans d'autres pays. Ces quilombos, c'était des communautés d'esclaves qui avaient fui les plantations
et qui ensuite s'étaient réfugiés dans la brousse, etc., et avaient constitué des sortes de petites républiques, comme cela, indépendantes. Alors, le Suriname, je repense à cette histoire parce que j'étais passé, il y a très longtemps, voyagé donc, dans les Guyanes, dans les 3 Guyanes, et notamment au Suriname. Donc l'histoire est la suivante. J'avais sympathisé avec un jeune Surinamien qui s'appelle Harry Elliott, et qui lui-même était descendant donc, d'esclaves qui avaient fui les plantations. Et il s'est passé cette chose extraordinaire, c'est que un jour il me propose d'aller voir sa famille, qui habitait donc toujours dans la brousse, ce qu'on appelle la brousse. D'accord, alors c'était plus exactement la brousse, c'était à l'orée de la forêt. Hein, c'est un avant-plateau de l'Amazonie, la Guyane, hein, donc avec une forêt extrêmement dense, etc. Donc nous voilà partis pour aller voir sa famille. Donc un long voyage, en car il y avait quand même des pistes et autres. Et nous arrivons au village, et là, quelle ne fut ma surprise, d'arriver dans un village africain, mais un véritable village africain, en pleine Amérique latine, au début de l'Amazonie, mais vraiment, un village africain, et entouré d'une palissade de protection, et on m'explique que c'était donc des esclaves qui avaient fui les plantations, et très tôt, et qui avaient constitué des villages fortifiés, et dans le village, il y avait des canons qui étaient là, qu'ils avaient pris aux Blancs, et qui étaient dirigés à l'époque vers la rivière, parce que c'était uniquement par la rivière que l'on pouvait... Maintenant qu'on pouvait accéder au village, hein, c'était en pleine forêt. Maintenant, la forêt a été pas mal débroussaillée. Et donc, du coup, ils vivaient là. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils parlaient encore des langues africaines. Ils parlaient encore des langues africaines. Et langues africaines ou des créoles tirées des langues africaines. C'était absolument incroyable. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, donc c'est cette histoire qu'on m'a un petit peu racontée. Alors, il existe au Suriname 40 000 de ces bushniggers. Bon, alors eux... je vous le dirai à la fin, justement, se donne un autre nom, et c'est intéressant. Et donc, alors, des tribus, il y a 4 grandes tribus, donc il y a les Boni, les Saramacca, etc. Ces gens, ensuite, se sont retrouvés aussi en Guyane française, parce qu'il y a eu un moment de répression, donc un certain nombre, notamment les Boni, les Saramacca, se sont retrouvés en Guyane française, où là-bas aussi, ils ont constitué des sortes de petites républiques, et parfois même, ils se sont mêlés aux populations indiennes. Donc on a des tribus métissées de descendants d'esclaves et d'Indiens. Et notamment, ça c'est le cas des Boni. Et ce qui se passe, c'est extraordinaire, parce que ils se contentaient pas d'habiter dans leur village tranquillement et de résister aux Blancs, c'est qu'ils vont commencer à faire des coups de main contre les plantations des Blancs, et pour essayer de libérer les autres captifs. Alors c'est assez intéressant, donc ils vont mener un grand nombre de coups de main, et d'ailleurs ça va assez marcher, puisque effectivement c'est comme ça que, contrairement à ce que pensent les Hollandais, puisque le 1er juillet au Suriname, le 1er juillet est la date soi-disant anniversaire de l'abolition de l'esclavage, en fait c'est totalement faux. L'esclavage sera aboli au Suriname par la prise, une véritable bataille que vont mener ces populations de ces petites républiques libres contre la ville, le fort d'Albina. Albina, c'est une des principales villes au Suriname. Et la prise du fort d'Albina, donc le 14 octobre 1863, va imposer en fait la fin de l'esclavage au Suriname. Et ensuite, ça va déborder sur la Guyane française. Hein. Mais c'est assez intéressant de voir que c'est par la lutte, exactement comme pour Haïti. Hein. Et on oublie souvent le cas du Suriname. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui encore, ces populations vivent dans ces communautés, dans ces villages, et qu'ils perpétuent l'histoire des ancêtres, on raconte ça aux enfants, etc. Alors ça, c'est intéressant de voir que, et c'est là-dessus que je voulais terminer, c'est que eux ne... Alors ça me rappelle ce que disait tout à l'heure Norman sur la nécessité d'une nouvelle histoire, enfin, concernant donc l'esclavage. Trop souvent, on parle des Africains comme si, par nature, c'était des esclaves. Ce ne sont pas des esclaves, évidemment. Et dans les programmes scolaires aussi, il y a un véritable problème par rapport à cela. C'est qu'en fait, eh bien, eux se dénomment, et ça, ils se disent prisonniers de guerre échappés. Dans leur langue, ils s'appelaient prisonniers de guerre échappés. Donc ils considèrent que les esclaves étaient des prisonniers de guerre, en fait, qui ont été pris dans une guerre, alors peut-être une guerre asymétrique, mais une guerre en Afrique. Donc ce ne sont pas des esclaves, ce sont des prisonniers de guerre, et eux, leur tâche était de libérer ces prisonniers de guerre. Alors je trouvais ça assez extraordinaire. Ça permet de garder une dignité. Parce que c'est pas de la garder, ils l'ont toujours eu. Voilà, exactement, ils ne l'ont jamais perdu. Mais c'est ce vocable d'esclave qui est absolument terrible. Et je crois que là-dessus, il faut aussi réviser les choses. C'était réellement une guerre menée par l'Occident contre l'Afrique. Et c'est une guerre qui d'ailleurs se perpétue aujourd'hui.
sous des formes d'ailleurs, qui souvent sont approchantes. Hein. Une guerre qui prend des tas de formes différentes, menée par délégation parfois, ou en tout cas puis une guerre économique, d'un écrasement total du continent, mais c'est une guerre. Et c'est assez intéressant de voir cela. Merci, Voilà. merci Youssef, merci pour cette chronique. On va s'arrêter là. Merci Yessa, merci Fofana Amadou d'être venu. Merci au public. C'est la fin de Parole d'honneur radio et on se retrouve dans un mois après l'école des coloniales pour la prochaine émission.